Sommes-nous en train de vivre dans un scénario hollywoodien? À la vue de The Manchurian Candidate, on a tout lieu de le craindre. Il est question ici de la version de 2004, préférable à la version de 1962 qui a mal traversé les années, mais sur laquelle nous reviendrons en fin de vidéo en tant que prophétie d'événements autoréalisés. Un crime dans la tête, titre français, version 2004, est un film qui mesure les conséquences des guerres américaines modernes sur la politique des États-Unis d'une part, et sur la psyché des soldats revenus à la vie civile d'autre part. Certes, mais il scénarise avec une précision stupéfiante le règne du couple Macron comme si les puissances qu'il avait mis au pouvoir avaient puisé leur inspiration dans les grandes lignes de ce film, tout comme il semble avoir fabriqué la marionnette en pillant le scénario de La Malédiction 2, tourné en 1977, année de naissance officielle, voire la vidéo produite il y a 4 ans sur le sujet, de l'actuel locataire de l'Élysée. Un crime dans la tête, version 2004, arrive après pléthore de films sur la Deuxième Guerre mondiale qui, pour la plupart, venaient couronner l'héroïsme yankee avant que la guerre du Vietnam ne serve au nouvel Hollywood à renvoyer à la figure de la vieille Amérique tout son stock de mensonges sur ce soi-disant héroïsme. La plaie purulente du Vietnam, le cinéma américain l'a curé jusque dans les années 80-90 avec des films comme Platoon, Outrage, Full Metal Jacket, Né un 4 juillet, mais aussi avec un film tel que L'échelle de Jacob qui abordait pour la première fois le sujet de l'effacement de la mémoire comme terrain d'expérience sur les hommes au combat. La guerre du Golfe a depuis relégué le Vietnam à l'arrière-garde des sujets guerriers abordés par le cinéma. Une chose est certaine, le cinéma américain unanimement républicain avant le Vietnam, unanimement démocrate depuis le Vietnam, n'a plus osé, Stallone et Chuck Norris mis à part, prétendre à l'héroïsme du GI. Ou si héroïsme il y a eu, la nouvelle adaptation du roman de Richard Condon trouve son origine dans la falsification de l'histoire, en appliquant une ironie amère à la vieille formule de John Ford, quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. En ce sens, The Manchurian Candidate version 2004 est le plus fordien des films de guerre américains depuis la disparition du vieux borgne. Le film est réalisé par le très discret Jonathan Demme, qui a connu un pic de célébrité avec son film précédent, Le silence des agneaux, qui parlait aussi de manipulation mentale, à qui aura compris que les agneaux silencieux n'étaient autres que des enfants abusés. The Manchurian Candidate commence comme un bon vieux film de guerre à l'ancienne, autour d'une fraternité militaire pleine de testostérone. Le héros militaire en question, cigare puant réglementaire vissé entre les dents, est le descendant direct du Goddamn Hero qui a marqué l'histoire du cinéma militaire américain. Et ce fucking hero mène une attaque nocturne qui règle son compte à l'ennemi sans plus de mal que dans un jeu vidéo. Les soldats tirent sur tout ce qui bouge derrière leurs lunettes infrarouges semblables à des casques de réalité virtuelle. Et c'est bien tout l'enjeu du film. Cette réalité n'est pas réelle, elle laisse croire aux soldats qu'ils ont vécu une chose alors qu'ils sont en train d'en vivre une autre. La séquence est d'ailleurs interrompue, comme sont interrompus les rêves, sans qu'on en connaisse le dénouement. Mais ce dénouement nous est raconté par le militaire héroïque qui a participé à l'action commando, ceci devant une assistance de jeunes recrues pleine d'admiration. Au cours de cette séquence, nous aurons vu un personnage extrêmement étrange, presque surnaturel, qui sera au centre du film. Son nom est Raymond Shaw. Ce personnage est censé être un héros de guerre et sur la base de ses exploits, il peut prétendre à la vice-présidence des États-Unis. Rapidement, on comprend que quelque chose cloche dans cette histoire. Tandis que le capitaine Marco rappelle que son commando pris au piège a été littéralement sauvé par le dit Raymond Shaw, intervient un locteux, psychologiquement détruit, qui prétend faire des rêves sans en préciser la teneur. C'est un caporal qui faisait lui aussi partie du commando, mais qui semble ne pas avoir vécu la même chose. Quelque chose ne s'est pas passé comme on nous le dit en effet. On retrouve le personnage de Raymond Shaw un peu plus tard, toujours dans le même état semi-hypnotique, qui regarde à la télévision le discours de son rival, candidat à la vice-présidence. Entre alors sa mère, et la relation entre elle et son fils
est tout de suite posée. Elle traite comme un enfant celui qui est en passe de devenir un des hommes les plus puissants des États-Unis. Dès l'entrée en scène de la mère, on pense immédiatement à Hillary Clinton, paradoxe du cinéma américain qui dénonce de manière frontale la nocivité d'un pouvoir auquel il est étroitement lié et qu'il soutient à chaque élection. Complot, en 1997, reste en la matière une référence du film qui dénonce un système tout en vivant du système. La mère et son fils sont des personnages de pure fiction pour le spectateur de 2004, mais plus du tout pour le spectateur d'aujourd'hui, qui en voit la représentation dans la réalité. La mère, quand elle s'adresse à son fils, le maintient dans sa programmation mentale, en commençant par l'appeler par son nom complet, Raymond Prentice Shaw, Prentice étant son nom de jeune fille à elle, puis de lui rappeler, comme un mantra, qu'il est beau, intelligent, qu'il est un héros de guerre, que tout le monde adore, qui a beaucoup à offrir à son parti et à son pays. Pourtant, le fils ne semble pas de cet avis. Il se rebelle contre sa mère en lui disant qu'il n'est pas question qu'elle use de ses habituelles magouilles pour le pousser vers l'élection présidentielle. Sa mère, sans l'écouter, continue à le programmer et le geste qu'elle exprime ici pour focaliser son regard sur la cravate de son fils en dit long sur son allégeance. Bien que réfractaire à la volonté de sa mère de faire de lui un homme de pouvoir, Raymond se retrouve dans la scène d'après, dans un show télévisé où il agit exactement selon la volonté de sa mère. Nous allons voir pourquoi le personnage est à ce point divisé en deux, le second en contradiction totale avec le premier, comme nous voyons depuis la crise Covid, des politiciens faire très exactement un jour ce qu'ils promettaient de ne jamais faire la veille. Par cette version de The Manchurian Candidate, sortie 3 ans après les attentats du 11 septembre, Hollywood nous prévient de l'horreur qui vient de s'enclencher sans que nous nous en rendions compte. Ce personnage de métrosexuel séduisant et sympathique, masque derrière lequel se cache un monstre ô combien dangereux, annonce ceux qui bientôt seront mis en place par l'oligarchie pour diriger le monde. Plus dangereux encore que les dictateurs d'hier, car ils n'en ont pas l'apparence, et que surtout, ils sont le produit d'un programme MK, résultat de l'opération Paperclip, par laquelle les services secrets américains ont fait venir des anciens nazis après la guerre pour travailler au service des États-Unis. La mère, dont la mise en scène cherche la ressemblance avec Hillary Clinton jusqu'au collier de perles, est la véritable femme de l'ombre de ce plan machiavélique qui cherche à mettre à la tête du pays son fils manifestement programmé depuis l'enfance, comme le sont les dirigeants du monde actuel, dont l'enfance de certains reste un parfait mystère. Le film est d'autant plus interpellant qu'il est distribué sous la présidence de W., le président le plus fâcheux qu'ait connu l'Amérique de toute son histoire, auquel s'oppose le parti incarné par la mère de Raymond Shaw, parti démocrate mais qu'on ne nomme pas, qui est tout aussi dangereux. Quoi qu'il arrive, nous dit le film, nous sommes foutus. À la surprise générale, et grâce aux manigances de sa mère, déséquilibrée, dangereuse, son fils, Raymond Shaw, est désigné comme candidat à la vice-présidence, alors qu'il est quasiment inconnu. 13 ans plus tard, en France, ce drôle de scénario s'appliquait à la lettre. L'animatrice télé qui annonce l'investiture de Raymond nous dit qu'il est une énigme et qu'il n'a vraiment existé qu'après ses exploits de héros au Koweït, lesquels s'avéreront plus tard mensongers. Les médias nous vendaient le candidat Macron tout aussi énigmatique selon un parcours universitaire qui s'est depuis révélé on ne peut plus douteux. Le commandant Marco, à qui reviennent des fragments de souvenirs, commence à nourrir de sérieux doutes sur le réel héroïsme de son camarade de combat. Il semblerait que ces souvenirs lui aient été induits artificiellement. Raymond Shaw, désormais investi à la vice-présidence des États-Unis, entre en contact avec ses bailleurs de fonds, des hommes d'affaires richissimes, à qui il promet que grâce à lui, ils seront bientôt plus riches que l'Union européenne. Bien que tous les candidats à la présidence depuis Nixon se soient posé la question de la protection sociale des Américains, un extrait du discours de campagne de Raymond Shaw nous sidère littéralement désormais que nous avons 20 ans de recul sur ce film.
Le candidat Shaw prend l'exemple d'une Américaine qui se demande si elle paie pour se soigner ou si elle paie pour dîner. Discours progressiste s'il en est, mais il est prononcé par un candidat dont on sait à quel point il est fou. Or, Barack Obama, 6 ans plus tard, tiendra les mêmes propos avant de faire adopter l'Obamacare par la 111e législature du Congrès. Tiens, encore le chiffre 11. La technique de programmation mentale de Raymond Shaw nous est une première fois expliquée lorsqu'il se retrouve seul dans son bureau. Il reçoit un coup de fil par lequel une voix le nomme, comme l'avait fait sa mère, par son nom complet, Raymond Prentice Shaw, afin de le plonger dans un état de conscience modifié. Technique de mise en condition déjà exploitée dans ce film qu'il serait bon de remettre en circulation, Un espion de trop, où la conscience se modifiait quand on prononçait le prénom secret de ceux à qui on téléphonait pour les pousser à commettre un attentat. Tiens, encore un film sorti l'année de naissance de celui-là. Au moment où sa personnalité alternative est activée, Raymond est baigné dans une lumière intense qui en dit autant que le geste observé par sa mère un peu plus tôt. La voix au téléphone le dirige alors vers un espace caché, sorte de bloc opératoire où agit son contrôleur mental qui, décidément, ressemble beaucoup à celui que le grand public ne connaîtra que des années plus tard. Raymond, qui n'a absolument aucun souvenir de son contrôleur mental, bien qu'il le voie régulièrement, se fait poser un nouvel implant cérébral. Après quoi, son contrôleur mental lui demande de répéter un texte appris par cœur au sujet de leur intervention au Koweït. Au même moment, le commandant Marco s'introduit clandestinement chez le caporal mentalement détruit par les combats qu'il avait interpellé au début du film et découvre sur un de ses cahiers le même discours lié à la même programmation mentale. Le commandant Marco, lui aussi programmé comme tous ses camarades de combat, l'a été par le même personnage, diabolique docteur Mabuse, qu'il voit comme une hallucination, mais lorsqu'il se rend compte qu'une puce sous-cutanée lui a été implantée, il sait que ces hallucinations n'en sont pas. Elles expriment la réalité, la vraie, pas celle qu'on cherche à lui faire admettre. Essayant de persuader Raymond Shaw qu'ils ont été programmés pour avoir de faux souvenirs, il parvient à interpeller sa personnalité saine d'esprit en l'appelant tout simplement Shaw et pas Raymond Prentice Shaw, qui active sa personnalité alternative. Sa personnalité entre guillemets normale lui avoue en effet qu'il est l'instrument de sa mère qui veut le mettre à la vice-présidence pour servir de sombre dessein. Comme tout individu programmé, à certains moments, la personnalité normale arrive à s'exprimer avant que l'autre personne, le fou, ne reprenne le dessus. Les prédictions stupéfiantes et qui font froid dans le dos, décidément, s'accumulent dans ce film au scénario hautement prédictif. La puce sous-cutanée qu'il a réussi à arracher à Raymond Shaw, le commandant Marco en soumet l'analyse à un de ses contacts laborantins, lequel y décèle la présence d'une nanotechnologie semblable à celle que des chercheurs indépendants espagnols prétendent avoir trouvée dans les vaccins Covid. S'ensuit une séance d'électrochoc à laquelle le commandant veut se soumettre pour retrouver ses vrais souvenirs. Il comprend que lui et son commando ont en effet été programmés par le diabolique docteur selon le même programme que l'expérience de Milgram, à la différence près que les expérienceurs sont réellement tués. Ainsi, les soldats prétendument tués au Koweït l'ont été au cours de cette expérience de contrôle mental utile à implanter de faux souvenirs. En approfondissant ses recherches sur l'auteur de ces expériences diaboliques dont il est la victime, le commandant Marco découvre son nom, tout comme il découvre qu'il a effectué des expériences génétiques en Afrique du Sud, expériences menées à la même époque et au même endroit par Anthony Fauci au prétexte de lutter contre l'épidémie du VIH. Petite parenthèse sur le personnage présent au second plan de cette séquence, Sosie du King, comme on en croise à tous les coins de rue quand on se promène aux États-Unis, mais ne nous glissons pas ici un petit message pour nous indiquer que le King aurait fait lui aussi des recherches sur sa véritable histoire sans rapport avec celle que connaît le grand public. Au cours de ses recherches, le commandant Marco
découvre un témoignage filmé de ce médecin dément qui prétend reproduire sur l'homme une expérience menée sur la tomate, c'est-à-dire intervenir sur son gène pour en modifier le caractère, changer la personnalité de quelqu'un, voire rectifier sa mémoire. Discours eugéniste décomplexé exprimé à l'identique depuis la période Covid par les apprentis sorciers conformes en tout point aux médecins déments du film dont on parle. Survient un grain de sable dans cette machination. Le sénateur Jordan, politicien à l'ancienne, qui croit le commandant Marco quand celui-ci lui dit qu'existe un programme de contrôle mental duquel a été victime le candidat à la vice-présidence et qu'il est de ce fait très dangereux. Jordan avertit alors le dit candidat, en l'occurrence Raymond Chaud, des dangers encourus par ce programme, mais se voit assassiné par lui alors qu'il est mis en état d'hypnose par sa mère, puis il assassine sa fille qui le surprend en train d'assassiner son père. Des accusations similaires circulent au sujet de l'actuel locataire de l'Élysée qui aurait tué de ses propres mains 2 femmes témoins de ses dérives sexuelles quand il était étudiant en Allemagne. Affirmation bien sûr impossible à sourcer, mais qu'on s'emploie à faire circuler pour nourrir un personnage purement fictif, artificiellement placé dans la réalité. Continuons à suivre le film. Le commandant Marco, ayant compris que l'élection forcée de Raymond Chaud était un coup d'État pour qu'une société nommée Manchurian Global accomplisse ses projets de domination mondiale, tente d'enrayer l'engrenage fatal qui permettrait à un fou dangereux de prendre les commandes du pays. Tandis qu'il est en train de convaincre Chaud qu'il est l'objet d'une manipulation, il reçoit à son tour un coup de fil de sa mère qui le programme mentalement pour qu'il tue le président afin que son fils, vice-président, prenne sa place. Inutile de nous faire un dessin, on nous raconte là l'histoire de Lee Harvey Oswald, assassin de Kennedy, pour que Lyndon Johnson, au service du complexe militaro-industriel, le remplace. Il faut se demander aussi pourquoi Hollywood n'a jamais produit de film sur l'assassin de Kennedy, personnage pourtant hautement cinématographique. Nous allons y venir dans un instant. Finissons sur The Manchurian Candidate version 2004. Outre l'image glissée en douce d'Elvis Presley, la présence d'un personnage soutien du candidat supposément démocrate est le sosie de Barbara Bush, démocrate républicain au service des mêmes puissances, financé par le même argent. Cependant, si le commandant Marco, sous hypnose, ne parvient pas à tuer le futur président, c'est parce que Raymond, dans un moment de lucidité, prendra la place de la cible afin d'être tué à sa place, ainsi que son monstre de mer. Ces moments lucides sont les parties de la conscience que les programmeurs ne peuvent pas atteindre. Ainsi, leurs sujets peuvent parfois leur échapper. Un îlot de résistance interne qui s'est peut-être exprimé lorsque, en 2018, le jeune élu de l'Élysée tente un partenariat avec la Russie dans son rôle au Moyen-Orient avant d'être rappelé à l'ordre par l'affaire Benalla. Le monstre Macron n'est en réalité qu'une victime d'une enfance assurément effroyable, comme le note Emmanuel Todd, et si, comme l'affirment certains, il a été retiré du jeu en 2018 pour être remplacé par des doppelgangers, chose bien entendu invérifiable, le vrai ou le faux sont de toute façon des personnages totalement fictifs, fabriqués par le scénario délirant d'une époque qui ne l'est pas moins. Terminons avec la version de 1962, tournée en pleine guerre froide, distribuée le mois de l'affaire des missiles de Cuba, encore une coïncidence, mais surtout sortie dans les salles un an avant l'assassinat de JFK. Dans cette version, les soldats en mission en Corée ont été enlevés par les Russes pour subir la dite expérience de manipulation mentale afin d'introduire une taupe communiste à la Maison-Blanche. Il faut comprendre qu'à cette époque, la guerre froide servait au cinéma d'inversion accusatoire pour accuser les Russes de crimes commis en réalité par la CIA ou le complexe militaro-industriel. Cette version, interprétée par Frank Sinatra, ami intime de Kennedy, décrit comme une étrange prédiction, très exactement, l'assassinat de JFK par Lee Harvey Oswald, à tel point que le film fut retiré de la circulation après l'événement.